pourquoi on prend souvent un risque d'erreur par défaut de 5%. Tu sauras répondre facilement et sûrement à cette question, ou rien qu'à y penser, c'est déjà la panique totale. Si c'est le cas, eh ben, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi du comment avant les formules. Parce que j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, le côté un petit peu abstrait des mathématiques et des statistiques les empêchait d'avoir l'utilité et la puissance de ces outils. D'ailleurs, c'est la raison principale qui m'a amené à mettre en place le site amoinlestats.ch qui est conçu dans sa globalité sur le même principe, c'est-à-dire le sens avant les formules. Je t'ai mis dans le descriptif le lien, va jeter un coup d'œil, tu vas trouver du contenu gratuit, tu vas trouver également des offres. Et si rien ne te correspond, contacte-moi et certainement je ne vais pas te laisser tomber. Allons-y pour répondre à cette question. Donc souvent, on trouve le risque d'erreur de 5%, à tel point que par défaut, la plupart des logiciels, en tout cas par exemple Excel, R, vous allez trouver par défaut quand vous voulez faire des calculs ce fameux 5%. On l'appelle d'ailleurs aussi le seuil de signification. Il est souvent noté à alpha. C'est un concept qui est fondamental en statistique. Quand les analystes vont examiner des données, ils veulent s'assurer que leurs conclusions ne soient pas dues au hasard. Mais encore une fois, pourquoi 5%? Pourquoi pas 1%, 10%, voire plus? Alors, si tu regardes ici le 1%, tu vas constater par exemple ici que c'est trop sévère. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de preuves pour avoir une conclusion. Donc ici, ça nécessite des preuves très fortes. Regarde maintenant le 10%, la courbe un petit peu orange. Bah, tu vois quand même la région, elle est assez importante. Donc ici, c'est un peu plus, on va dire, trop laxiste. Ce qui veut dire qu'on va accepter trop d'erreurs. Alors maintenant, on regarde un petit peu la zone rouge, donc la courbe, où tu as 5%. Alors tu vois quand même que ça offre un certain équilibre qui est assez raisonnable. Donc on va dire que c'est un compromis. Donc c'est pour ça que maintenant, le 5%, il est quasiment par défaut parce qu'il offre justement ce côté compromis, ce côté raisonnable. Maintenant, on va voir un petit peu la signification justement de ce risque d'erreur. Par exemple, le alpha, on le note d'ailleurs toujours alpha, donc ce alpha qui est pour les tests statistiques. Donc, imaginons qu'on réalise une expérience pour vérifier si un nouveau médicament qui est mis en place, est-ce qu'il est plus efficace qu'un placebo. Donc, ça, c'est dans les tests d'hypothèse, par exemple, un test statistique. Et bien, ici, dans ce cas de figure, le risque d'erreur de 5%, appelé aussi l'erreur de première espèce, ou de type 1 aussi. Donc, ça signifie qu'on accepte qu'il ait une chance sur 20 qu'on conclut à tort que ce médicament a un effet alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire il n'a pas plus qu'un effet qu'un placebo. Donc, c'est un risque de 5% qu'on l'accepte. On va voir aussi le alpha, donc le risque d'erreur pour une estimation par intervalle, le fameux intervalle de confiance. Donc, imaginons qu'on veut estimer la moyenne, par exemple, la moyenne que les étudiants dépensent pour leur repas de midi. Donc, on prend au hasard un échantillon et on calcule bien sûr la moyenne
de ces échantillons-là et on va estimer la moyenne des dépenses pour les étudiants de la population estudiantine. Donc, avec un risque de 5%. Alors, qu'est-ce qui va représenter ce 5% de ce cas de figure? Ben, le 5%, c'est le risque d'erreur qu'on accepte évidemment qu'il ait aussi une chance sur 20 que l'intervalle de confiance qu'on va trouver ne couvre pas le paramètre qu'on cherche, à savoir ici la moyenne que les étudiants mettent pour leurs dépenses. Donc, que la moyenne qu'on cherche, elle se trouve en dehors de cet intervalle trouvé. Donc, c'est ce fameux 5%. Donc, on a un risque de 5% que la moyenne se trouve en dehors de cet intervalle de confiance. Alors, si je fais un récapitulatif pour ce risque d'erreur, donc le risque d'erreur de 5%, il est choisi en fait, ou on le prend comme parce qu'il offre un compromis raisonnable. Donc, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. La signification, elle va dépendre du type de l'opération statistique que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire un test d'hypothèse, un test statistique, ça va représenter le risque que vous rejetez l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que le paramètre que vous cherchez soit à tort présent. Okay? Et puis pour l'estimation, par exemple sur la moyenne, ben, c'est le risque que le paramètre que vous cherchez ne se trouve pas dans cet intervalle. Donc il y a 5% de risque. On va vérifier tout ça dans un petit quiz pour savoir justement si tout est clair dans la petite tête ou pas. Comme d'habitude, mettez la vidéo sur pause, écrivez vos réponses et n'oubliez pas de mettre votre score pour que moi aussi je sache si c'est assez clair ou pas. Première question. Quelle est la conséquence d'un risque d'erreur de première espèce dans une décision statistique? À vous de jouer. 1, 2, 3. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cours, dans un test statistique, eh ben, le risque d'erreur, c'est qu'on conclut à tort que l'effet étudié est présent. Deuxième question. Quelle méthode peut permettre de diminuer ou de réduire le risque d'erreur de première espèce? 1, 2, 3. Et bien, comme on le choisit, donc on va tout simplement prendre un niveau plus bas. Si on a 5%, ben, si on veut réduire, on va peut-être prendre 3 ou 4 ou 2 ou 1. Donc, on baisse tout simplement un risque et on fait nos tests avec le degré, le niveau qu'on souhaite. La question 3. Que signifie un risque d'erreur de 5% pour une estimation de la moyenne population? À vous de jouer. 1, 2, 3. Également, je l'ai précisé, donc le risque de 5% pour une estimation de la moyenne par un intervalle de confiance, c'est le risque que l'intervalle ne couvre pas la moyenne recherchée. Et bien sûr, vous avez 5% si on a pris le fameux 5%. Maintenant, la dernière question pour une estimation de la moyenne. Si la taille de l'échantillon, elle augmente. Que peut-on dire sur le risque d'erreur? C'est-à-dire, quelle est l'influence de la taille de l'échantillon, l'augmentation de la taille de l'échantillon, sur le risque de première espèce? Encore une fois, à vous de jouer. C'est la dernière question. Un petit effort. 1, 2, 3. Ben, il n'y a aucun impact, aucune conséquence. Le risque de première espèce, il va rester inchangé. Par contre, ce qui va changer, c'est plutôt la marge d'erreur. Et
ça, on va la voir pour la vidéo prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu et t'a aidé, manifeste-le par un pouce. Laisse tes questions, tes suggestions en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis.